Ce matin, on va parler de membership, principalement à travers trois témoignages aujourd'hui de trois gestionnaires aguerris. Puis je suis très content de les recevoir ce matin, vraiment, là, parce que pour moi, le membership, c'est quelque chose d'important. Tu sais, il y a quand même plus de 75% des OBNL qui sont sous le format d'une vie associative, donc avec un système de membership. Il y a beaucoup d'OBNL qui n'ont pas de membership, qui auraient tout intérêt à en avoir, puis on va pouvoir en parler aussi. Fait que je pense que je veux placer la discussion un peu sur les principes de vie associative en santé pour qu'on puisse aussi réaliser à quoi ça sert des membres, comment on peut les utiliser. Et aussi le rôle politique des membres, veut pas, à travers l'AGA, à travers le recrutement des administrateurs. Pour certains d'entre vous, c'est une douleur, pour d'autres, ça va être une solution. Je me rends compte à travers mon quotidien que les principes de membrariat, le membership, est souvent mal compris et ça va être intéressant de regarder ces témoignages-là ce matin. J'ai pris des gestionnaires de trois organisations qui sont assez différentes. On va revenir sur la différence pour que vous ayez vraiment des exemples euh, particuliers et en même temps, que vous soyez capable de vous ramener à ces exemples-là. Brièvement, je reçois trois super personnes. Ruth Vachon, qui est la chef de direction du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Bonjour Ruth. Allô? Allô? Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Et je vais vous laisser vous représenter plus en détail dans 2 minutes. Damien Siles, qui est président-directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Bonjour Damien. Bonjour Stéphane, bonjour aux 96 personnes. Oui, et Martine. 96. Oui, ben, on approche le 100, là. On a le 100 pour le 50e. Hey, c'est-tu le fun, ça? Et Martine Pelletier, qui est directrice générale du Centre Yvon Deschamps. Puis je vais te laisser, Martine, après ça, expliquer c'est quoi le ASCCS, là. Moi, les acronymes, là, je pense que j'ai perdu mon latin, ça fait longtemps. Je vais Bonjour tout commencer le avec monde. toi, Martine. Peut-être te Oui, présenter ton organisation aussi en même Oui. temps ce matin. Donc, mon nom est Martine Pelletier, je suis la directrice générale du Centre Yvon Deschamps. Le Centre Yvon Deschamps appartient et est géré par l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud. Donc, c'est ça le ASCCS. L'association existe depuis 50 ans. Moi, ça fait seulement 2 ans que je suis à l'association. Par contre, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine des sports et du loisir. Ça fait plus de 20 ans que je gère des employés, des programmes, des projets. Puis, bien, ça fait seulement 2 ans que je suis dans le domaine des OBNL, du communautaire. Donc, c'est encore nouveau pour moi, mais j'ai un bagage, j'amène un bagage avec moi quand même universitaire et privé au niveau des sports et loisirs. Donc, nous, la SCCS, on est un organisme à but non lucratif autonome. On est situé dans le quartier Centre-Sud de Montréal, qui est dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est un quartier qui change, mais à l'origine, c'était un quartier ouvrier, quartier populaire, où il y avait besoin vraiment d'encadrement au niveau des jeunes pour pouvoir faire du sport. Donc, avoir un endroit où on les encadrait et où on leur permettait de le faire malgré les revenus qui étaient faibles des parents. Aujourd'hui, c'est encore notre mission, mais évidemment, on s'est étendu plus large que Centre-Sud et notre clientèle est de 4 ans aux aînés. Donc, on sert tout le monde. Merci, Martine. Ruth, à ton tour de présenter le Alors réseau moi, détail. c'était un mitoyen. On n'est pas un OBNL depuis mon arrivée. Le réseau a 45 ans, le réseau des femmes d'affaires. Et moi, je suis là depuis 15 ans. J'ai été présidente, chef de la direction pendant 14 ans et demi. Depuis quelques mois, je suis chef de la direction ayant passé la direction générale à Siham Negaz. Et comme on disait tantôt, Stéphane, c'est un sujet intéressant à jaser parce que ça se prépare. Et le réseau, moi, à mon arrivée, c'est un réseau qui était généraliste, qui l'est encore, mais qui a changé de vocation. On a vraiment axé notre direction sur l'accès au marché pour les femmes. Alors, la création de richesses pour les femmes. Alors, on est dans 16 ou 17 régions au Québec. Les régions sont très importantes pour nous. Alors, On on va a en parler tantôt. différentes... mais c'est ça, on va en reparler tout Ouais. à l'heure. Ça m'intéresse beaucoup d'entendre parler de ton modèle de déploiement régional par la suite aussi, qui est assez Mm. exceptionnel. Mm. Damien, on termine avec toi. Merci Stéphane. Donc rebonjour à tous et toutes.
Donc Daniel Sines, moi ça fait 3 ans que je gère le Conseil québécois du commerce de détail qui a fêté sa 48e année. Nous sommes un OBNL. Nous sommes, je dirais, le plus grand, la la plus grande organisation regroupant des commerçants dans tout le Québec. On est à peu près à 5 500 magasins, ça fait quelques dizaines de milliers de personnes. Le secteur de détail est énorme au Québec, c'est 7 à 8 du PIB. C'est 180 milliards de ventes, par exemple, l'année dernière, et c'est 650 000 employés, qui fait le plus grand employeur du Québec. Donc, notre rôle essentiel, c'est d'accompagner, de former les commerçants. Le deuxième, je dirais que c'est l'événementiel. Donc, on a beaucoup d'activités qui sont préparées tout au long de l'année, dont un sommet au mois de novembre. Et le troisième, c'est faire du lobbying, faire de la pression au niveau des paliers gouvernementaux, les trois, fédéral, provincial et municipal. Et donc de prendre position, d'être en commission parlementaire pour présenter des lois et notre point de vue. Et donc, euh, sans membres, nous n'existons pas. Donc, nous avons des milliers de membres et c'est très, très important. On va en parler tout à l'heure. Euh, Ma carrière, j'ai eu souvent des bureaux de membership à gérer parce que je gérais pendant 7 ans la Chambre de commerce de Montréal, le bureau du membership aussi. Et au quartier Innovation, on a mis aussi en place un système de membership. Donc, ça m'a suivi depuis des années. C'est pour ça que je perds mes cheveux qui sont très gris parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail pour les garder et pour être capable de les satisfaire et de répondre surtout à leurs demandes qui changent en permanence. Garder les membres ou garder les cheveux, Damien? Qu'est-ce qui demande le plus de travail? Je dirais les membres parce que les cheveux, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a rien à faire, hein? On est rendu là. Plus les membres, plus les membres. Ben, ma première question, je vais vous l'adresser à toutes les trois. Selon votre vision du membership, c'est quoi la différence entre un client et un membre? Parce que je me rends compte qu'on a beaucoup de membres, de gens qu'on donne un statut de membre, mais qui en réalité sont dans une relation purement transactionnelle. Fait qu'est-ce qu'on peut vraiment les appeler des membres ou c'est des clients? Où vous vous situez dans vos organisations? Puis Ruth, je vais commencer avec toi. Je vais commencer par le client. Le client, pour nous, c'est je dirais, un partenaire qui achète un service et à qui tu vas vendre quelque chose d'une façon spontanée ou pour construire quelque chose dans le but d'aider tes membres. Alors, ça va être, il va acheter de la publicité, il va acheter un moment de visibilité, un blog, c'est un partenaire pour le prix Femmes d'affaires, c'est un partenaire dans un, dans un événement quelconque, ou c'est un partenaire qu'on appelle pilier. Pour nous, ça, c'est un client. Un partenaire pilier, c'est pas quelqu'un qui nous fait un chèque. Oui, bien entendu, il nous fait un chèque, mais c'est pas juste quelqu'un qui nous fait un chèque pour être visible. C'est un chèque qu'il nous fait pour qu'on aide nos membres à grandir et nous aider à consolider notre mission. Nos membres, c'est quelqu'un qui te paye une cotisation annuelle, puis qui adhère à ta communauté, puis avec laquelle on peut travailler. Mais par contre, ce que je remarque et qu'on retient, c'est que notre membre devient aussi notre client parce qu'après qu'il est membre, il va acheter des services, il va acheter d'autres choses que son adhésion. Alors, son adhésion, pour nous, c'est ça qui fait qu'il est membre, mais pour nous, notre membre devient aussi notre client très souvent parce que c'est rare qu'il va acheter aucun service dans l'année. Alors, nous, on le démêle un peu comme ça. Mais on est vraiment, par exemple, en train de se questionner sur comment l'avenir d'une adhésion peut survivre. Damien, chez vous, la On- différence entre les deux? Ben, Ruth l'a très bien expliqué, hein. Il y a surtout le fait pour un client de ne pas avoir d'appartenance formelle. Il achète un produit et après il disparaît. Contrairement au membre où lui va rester, il y a cette relation d'appartenance, il y a la possibilité d'avoir des avantages exclusifs, il y a la possibilité aussi de payer un abonnement qui va durer en général un an. Euh, Nous, ce que nous faisons de notre côté, on a naturellement nos membres on en prend très soin, mais on a développé une catégorie fournisseurs, on peut les appeler clients, qui vont être capables d'offrir des services à nos membres et être capables surtout de répondre à leurs désirs actuels parce que ça change très, très, très rapidement. Et le défi est toujours d'être euh, toujours, comment dirais-je, à
à la fine pointe de la technologie, il est aussi difficile de vendre un grand membership qu'un petit parce qu'ils sont très exigeants, à juste titre, nos membres. Donc, je dirais c'est ça. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance pour le client, contrairement à nos membres qui en veulent et en redemandent. Martine, tu es dans une situation qui est quand même différente, là. Puis je vais replacer un petit peu un petit bout de l'information que j'ai peut-être pas précisé. RUT s'adresse à des individus, donc ce qu'on va appeler dans l'anglicisme B2C, donc business to consumer, de l'entreprise aux personnes. Damien est plus dans une dynamique où ses membres sont des organisations. C'est sûr qu'il y a des humains dans les organisations, donc on est plus dans une dynamique de B2B. Puis Martine, toi, tu es littéralement, c'est monsieur et madame tout le monde qui est membre chez vous, là. Donc, est-ce que tu viens différencier un peu une vision clientèle d'une vision membership? Je dirais que nous, on utilise le terme membre à presque à presque à tous les gens avec qui on interagit, mais on a des noms différents. C'est-à-dire que chez nous, un client, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être membre, peut pas faire grand-chose chez nous à part louer des espaces. Mais on a des membres usagers, on a des membres actifs et on a des membres honoraires. Nos membres usagers, c'est notre plus grand nombre. Et eux, vraiment, ils prennent un abonnement annuel et avec ça, ils accèdent à nos services, que ce soit des services gratuits ou payants. Nos membres actifs, ce sont des membres, et ça, il y en a très peu. On parle de 8 000 membres utilisateurs versus une vingtaine de membres actifs. Et les membres actifs, ce sont eux qui ont un historique, soit un historique ou une appartenance beaucoup plus grande avec nous. Ce sont des gens qui vont faire du bénévolat, des gens qui sont soit membres du conseil d'administration ou membres, ou ils sont actifs au niveau de nos événements, etc. Donc, nous, on utilise membres pour usagers, mais avec les définitions, je dirais que nos usagers ressemblent plus à des clients. Oui, ben c'est ce qu'on remarque dans une grande catégorie, pardon, une grande quantité d'OBNL. On appelle des gens membres, mais en réalité, c'est des gens qui viennent pour venir chercher des services et des produits. Ils n'ont pas, puis il y a un terme que Damien a amené qui est super important, c'est le sentiment d'appartenance. Je vais aller un petit peu plus loin, c'est l'implication aussi. Puis je fais souvent la comparaison avec les membres d'un parti politique. Les gens qui étaient membres du Parti québécois dans les années 80, c'est pas parce qu'ils voulaient avoir une réduction de 15% sur le Québec de demain, c'est parce ils croyaient vraiment au projet du Québec et ainsi de suite. Donc, il y a ce volet d'appartenance, le volet de soutien à la mission, il y a le volet aussi d'implication. Tu sais, les clients, on ne les voit pas dans les assemblées générales annuelles. Ils ne sont pas là, ils sont dans une transaction. Puis lorsqu'ils arrêtent de faire affaire, disons par exemple dans le réseau à RUT, si c'est une personne qui était en affaires puis elle arrête d'être en affaires, souvent elle ne sera plus membre non plus. Fait qu'il y a des éléments vraiment distinctifs entre les clients et les membres Mhm. qui vont avoir une importance dans la vie politique, puis dans les enjeux de recrutement d'administrateurs. Ben, d'ailleurs, je vais revenir là, on passe un petit peu de temps là-dessus. Le fonctionnement des OBNL, là, tous les gens qui sont à l'écran ou qui écoutent aujourd'hui, vous êtes dedans le milieu, vous savez comment ça marche. Mais les gens qui sont à l'extérieur, sont à leur premier contact, qui sont venus participer, mettons, à un match de badminton chez Martine, ou un commerçant qui est venu, qu'un autre commerçant a invité dans une activité à Damien ou à une à Ruth, ils ne savent pas comment ça fonctionne nécessairement un OBNL. Le principe du membership, c'est quelque chose de nébuleux, un peu OK, mais ça va me donner quoi? Donc, comment vous faites pour faire la transaction? Donc, le recrutement m'a allé jusqu'à la transaction du membership. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour convertir ces gens-là qui sont dans votre environnement en membres directement et leur faire payer une cotisation, leur faire remplir un formulaire aussi? Fait que ça a l'air de rien, mais c'est des transactions qui sont rendues des fois plus difficiles. Damien, je suis curieux de t'écouter en premier. Ok, alors ça dépend du membre, hein. On a des membres pour des grands groupes internationaux et des membres pour des petits commerçants. Il faut savoir qu'au Québec, 80% des commerçants ont moins de 20 employés. Donc on se retrouve vraiment avec la petite entreprise. Je crois que le mot important, c'est d'accompagner ces gens et d'être capable de leur expliquer, autant les grands que les petits, hein, mais de leur expliquer en fonction des événements que nous avons, comment on peut en prendre soin et comment on peut faire un service après-vente avant la vente. C'est-à-dire que il faut les écouter. Nous, ce que nous faisons,
Par exemple, j'ai rencontré un membre d'une très grande taille aujourd'hui cette semaine, et je vais l'inviter à un événement que nous faisons pour nos grands partenaires, où là, je vais lui présenter notre conseil d'administration, d'autres membres, et on fait la même chose avec les autres petits membres. C'est vraiment voir en fonction des activités que nous avons, comment on peut les inviter pour leur expliquer ce que nous faisons, et après, ne pas lâcher prise. Et ça, c'est très important, parce que dès qu'ils signent leur chèque de membership, l'idée après est de les garder, parce que c'est bien beau de les signer, mais le défi, c'est surtout de les garder par la suite. Et un an, croyez-moi, ça passe vite. Donc le défi en amont est de les amener, je ne vais pas dire éduquer parce que c'est prétentieux, mais leur montrer comment on fonctionne et l'investissement qu'ils ont fait, comment ça peut leur apporter. Et à partir de ça, après, pendant un certain temps, on s'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils deviennent, entre guillemets, adultes dans notre organisme. Et on leur propose des activités en fonction de ce que nous proposons dans notre calendrier. Mais c'est vraiment d'en prendre soin en permanence. C'est pas de signer un chèque et de téléphoner dans un an pour leur dire, vous savez quoi, il est temps de renouveler. Ça marche jamais, hélas. Donc c'est vraiment un accompagnement sur mesure qui doit être fait. Ruth, chez vous? Ta question me fait rire parce que je me sens qu'on pourrait aller dans n'importe quel sens, mais je veux juste commencer par te dire que ton objectif est atteint. Il y a plus que 100 personnes. Oui, Alors, 100 000 personnes. Merci, Ruth. On voit les DG en vous qui ressortent, hein. Les chiffres sont importants. Les objectifs sont importants. Excellent. Parfait. non, mais Ça, chez ça vous nous, c'est donne, drôle. ça vous donne plus de pression à avoir des réponses avec C'est une ça, valeur. exactement. Ben, chez nous, ce que je trouve le fun, c'est que je peux partager les deux côtés de la médaille parce que moi, j'ai acheté ce réseau-là. C'était un réseau privé pendant la moitié du temps, ça fait 15 ans, pendant presque 8 ans. Ça a été un réseau privé. Ensuite, on l'a transféré à nos BNL. L'important, c'est d'avoir, je dirais, un discours assez intéressant, une démonstration par tes membres qui attire. Parce que ce que je remarque, c'est que nos services sont tellement variés. Tu sais, tu peux, c'est sûr que pour nous, quand on dit l'accès au marché, c'est large, mais nous, on se sert, tu sais, notre cœur chez nous, c'est nos femmes entrepreneurs. Les femmes entrepreneurs, c'est elles qui donnent de la job. Fait que c'est elles qui attirent. Si plus tu as de femmes entrepreneurs, plus tu as de femmes autour qui sont dans le service, qui ont le goût d'être là pour rencontrer des femmes entrepreneurs. Alors, différentes activités, le prix Femmes d'affaires, la Journée internationale des femmes, tout ça. Ce que je remarque, c'est que les gens viennent pour une raison, mais restent pour une autre. Alors, quand ils viennent parce qu'ils ont été attirés, mais une va rester parce qu'elle est dans une cellule d'entraide, qu'elle trouve ça super, elle a son petit safe space où est-ce qu'elle peut jaser avec des gens, elle va être inspirée par le prix Femmes d'affaires. Alors, ce que je trouve intéressant, puis ce qu'il faut garder, c'est on va en parler tantôt du processus d'accueil, là, mais ton Prochaine question. premier, c'est l'attraction. Quand je t'ai attiré après ça, comment je vais faire pour te garder? Puis on le sait, hein, un OBNL là, ou un organisme où tu as un membrariat, c'est très difficile. Et pour celles qui se demandent, là, est-ce que c'est normal que mon taux d'adhésion, de renouvellement soit si difficile? Je vous répondrais c'est oui, parce que tout le monde que je rencontre dit c'est tellement difficile de renouveler. Puis tantôt, tu l'as dit un peu, Stéphane, le mot qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va me donner? On entend ça comme 500 fois, puis moi, j'ai tout le temps envie de répondre. Ça va donner ce que tu as le goût de récolter. Parce que si tu viens, tu t'engages pas, puis tu viens pas, tu me fais un chèque pour me faire plaisir, merci beaucoup, mais l'année prochaine, tu vas être obligé de courir après un autre lièvre parce que tu seras plus là. Alors, c'est vraiment donner le goût de s'engager quand il rentre, parce que sinon, la roue arrête pas de tourner, puis tu n'arrêtes pas de tourner pour essayer d'attirer du nouveau miel. Je vais même aller un petit peu plus loin, Ruth, puis tu confirmeras ma perception. Chez vous, le volet du bouche à oreille, puis surtout quand on regarde les regroupements régionaux, là, c'est beaucoup basé sur des femmes qui en amènent d'autres, là. C'est pas tant, Ouais, c'est pas tant un espace de recrutement, entre guillemets, corporatif, c'est vraiment les membres qui ramènent d'autres membres, là, chez vous. ouais. C'est très, très, très bien dit. Puis Il y a le ça doit être le cas phénomène-là dans qui beaucoup est. d'organisations, hein?
Oui, mais il y a une proximité qui est importante dans votre organisation au niveau du Ouais. déploiement régional. Puis je sais que ça intéresse certaines organisations, là. Tu sais, je vois des gens là, qui ont des organisations nationales. Je vais saluer Bernice en passant, puis certains autres, là, mais chez qui ce volet-là il serait intéressant aussi. Martine, toi, tu es Ouais. dans une échelle locale, un petit milieu. C'est à Montréal, c'est pas si petit que ça, là, on s'entend, là. Mais on est dans une dynamique locale où le bassin que tu peux rejoindre est quand même relativement limité, là. Tu ne te redresses pas au Québec au complet. Fait que comment ça se déroule chez vous, cette partie-là de recrutement, puis aussi un peu de fidélisation? Ben, c'est sûr que si j'y vais avec nos vrais membres, c'est-à-dire nos membres actifs, ça, c'est vraiment juste du bouche à oreille. Parce que c'est vraiment des gens qui ont entendu parler de nous, un peu comme disait Ruth, ils ont été attirés chez nous par quelque chose. Souvent, ça va être le nom, parce qu'ils vont avoir vu un spectacle ou quelque chose qui nous finançait. Suite à ça, on va vraiment les accrocher avec qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va, nous, c'est aussi simple qu'on leur fait visiter le centre. Puis en visitant le centre, ben, on raconte un peu l'historique, on rencontre des anecdotes, on explique vraiment ce qu'on fait. Ils voient les enfants, ils voient vraiment les employés, tout ça sur place. Donc souvent, juste ça va les convaincre. Mais après, pour les garder actifs, je dis bien actifs, ben, c'est sûr que là, ça va être au niveau des événements, du bénévolat, éventuellement du conseil d'administration, etc. Versus nos membres usagers, que ça, c'est vraiment, c'est de la vente, c'est du recrutement pour qu'ils viennent faire nos services. Mais il y a pas de, ils n'ont pas de vente ils n'ont pas de vote à la GA. Ce ne sont pas des gens qui vont, tant mieux si on réussit à les convaincre pour devenir des bénévoles. Puis après, éventuellement, peut-être qu'ils deviendront des membres actifs. Mais c'est vraiment les deux sont complètement différents, puis l'approche est complètement différente. Ça, j'aime ce que tu dis parce que selon les catégories de membres, c'est des stratégies différentes que ça prend. Exact. Si on a des membres individuels ou si on a des membres corporatifs, c'est deux façons de faire complètement différentes, puis c'est deux processus de décision Ouais. différents aussi, là. Tu sais, Damien a des membres. Ben, toi, Ruth, tu as les deux types de membres, là, corporatifs et individuels. Puis c'est deux stratégies différentes aussi, là, tu sais. Ouais, tout à fait. Tout à Tout à fait. fait. Ben, d'ailleurs, tu sais, tu l'as un peu abordé dans ce que tu as dit, Ruth. Moi, je veux qu'on parle de reddition de compte. Parce que dans les principales raisons pourquoi les individus veulent être, ou même les corporations veulent être membres de nos organisations, il y a un volet associé à la mission, il y a un volet associé à la représentation. Il y a différents volets où pour les inciter à rester, pour les inciter à même participer, il faut leur dire ce qu'on fait pour eux. Tu sais, si on participe à des discussions, ainsi de suite. Comment vous avez développé cette reddition de compte-là? Puis là, je vais principalement Ruth et Damien, c'est vous autres qui avez peut-être un plus grand travail à faire de reddition de compte parce que vos memberships, c'est pas, tu sais, on est dans plusieurs centaines de dollars et non pas, c'est pas des petits montants. Fait qu'il faut donc que la perception, on va appeler ça aussi la perception de valeur, elle soit grande, là. On le répète, là, la question que le membre se pose, c'est comment j'en profite, puis c'est what's in it for me, comme on dit en français, là, en anglais, là. Fait que Damien, je suis curieux de t'entendre, puis après ça, je vais aller à la route là-dessus. Alors, je vous dirais que notre membership débute à 275 $ pour un magasin de moins de 20 employés et le plus gros membership monte jusqu'à 25 000 $. Euh, on s'entend que pour aller chercher 25 000 $, les gens, les membres vont demander beaucoup d'activités. Il y a un élément qui est très important, c'est que euh, ils doivent participer à nos activités. Et les réductions de comptes que nous allons faire vont être les rencontres dans lesquelles on a fait avec eux et on va prendre position. Je vous donne un exemple. Euh, En début janvier, lorsque le monsieur Orange aux États-Unis a décidé de mettre ses tarifs douaniers, on a fait des consultations, deux consultations avec 150 membres, moyens, petits et grands. Et l'idée, c'est de sortir le jus de ces rencontres, de sortir un mémoire et à partir de ça, de prendre position et de prendre dans un discours que nous avons devant les politiciens ou devant tout le monde, le discours de nos membres et de le partager dans des infolettres que nous avons de façon hebdomadaire, dans des documents économiques que nous envoyons, etc. Donc, c'est toujours voir de quelle manière on peut les écouter et de quelle manière on peut retranscrire
tout ça. C'est pas uniquement des fournisseurs où on va leur proposer des rabais sur des différentes choses, mais c'est vraiment des prises de position. Je prends l'exemple de prise de position sur des actions concrètes. Un autre exemple, nous fêtons cette année notre 31e sommet du commerce de détail au Québec, qui sera à Montréal. Et quand on fait les thématiques, à chaque année, on a à peu près 1500 personnes qui viennent. L'idée, encore une fois, c'est d'écouter nos membres, de faire des comités de travaux sur lesquels on va travailler sur différentes thématiques et prendre la substance de directement avec nos membres et toujours leur amener des, des réponses à leurs questions. On ne peut pas le faire pour tous, mais on le fait par thématique, par comité, et on a différents outils qui vont nous permettre ensuite de traiter ça et de le retransmettre à nos membres et aux personnes qui en ont besoin. Nous, on n'a pas un processus comme arrêter, là. C'est parce que pour nous, rendre des comptes, et puis nous, à la différence de Damien, c'est qu'on ne fait pas de prise de position. On ne fait pas, on ne s'affiche pas publiquement pour une cause ou une autre cause. Alors, rendre des comptes pour nous, c'est un peu rendre visible l'impact qu'on a sur nos membres ou l'impact qu'on a en faisant, comme par exemple, quand on fait un programme où on va chercher 80 millions de retours, où les grandes entreprises achètent des produits et services des entreprises, c'est ça qu'on va surtout mettre en valeur. Notre rapport annuel est une façon pour nous de rendre des comptes. Puis les événements de région, on s'en sert aussi pour ramener l'actualité et faire une espèce de petite mise à jour là, de ce qu'on a fait et de ce qu'on va faire. Parce que quand tu es dans 16 régions, tu as à peu près toutes des rencontres presque mensuellement. Fait que ça permet de faire des petites mises à jour d'une façon régulière. Avec notre conseil, c'est sûr qu'avec notre conseil, on présente nos rapports d'avancement tout le temps. On a des indicateurs, mais on évalue les programmes. On fait beaucoup de sondages, tu sais, de rencontres avec nos membres, mais il y a rien de formel, mais il y a quand même beaucoup d'informations, de comptes rendus qui sont déployés. Nourrir les membres, c'est important. Ouais, c'est ça. Comment tu dis, Damien? Je disais nourrir les membres. Ouais, Nourrir les membres. ouais. Excellent. Merci. Ben, la reddition de compte est un petit peu dans le quantifiable, mais on va parler d'un élément qui est un peu non quantifiable, qui est excessivement important, puis c'est le sentiment d'appartenance. Puis là, Martine, je veux commencer avec toi parce que vous avez les deux pieds dans votre milieu, vous êtes ancré dans votre milieu. Le sentiment d'appartenance chez vous, il est super important. Comment on le développe chez vous, ce sentiment d'appartenance-là? C'est sûr que c'est sûr qu'on est un milieu de vie. En partant, on est un centre communautaire de loisirs. Donc, à la base, tout ce qu'on fait, comment on est construit, à la base, c'est sûr que ça invite à ça. Après ça, ben, c'est vraiment dans notre mission, dans nos valeurs, de vraiment garder les gens. Les gens, dans le fond, ils se sentent chez eux. Ils doivent continuer de se sentir chez eux pour avoir le goût de revenir. Puis que on parlait d'enfants, ben, veut pas, on parle les gens jeunes, mais idéalement, c'est qu'ils restent finalement jusqu'au bout de leur vie, là, à part s'ils déménagent. Fait que je dirais, pour tout ce qui est nos événements, on a des événements communautaires qui sont très populaires. Donc, avec ça, les gens se sentent encore plus chez eux parce qu'on organise quelque chose pour eux. Évidemment, c'est gratuit. Et à ces événements-là, on va vraiment essayer d'avoir quelque chose de plus qu'il n'y aurait pas justement n'importe où ailleurs. C'est sûr que le sentiment d'appartenance part beaucoup du fait que les gens commencent jeunes chez nous, ils se développent. On a bon, les programmes jeunesse, après ça, ils deviennent ados. On l'essaye. C'est plus dur ado, mais on réussit quand même à en garder un bon pourcentage. Après ça, ben, ils deviennent animateurs et donc ils travaillent chez nous, ils deviennent animateurs, ils deviennent dépendamment des rôles qu'ils ont. Puis il y en a même qui par après sont tellement mieux chez nous qu'ils deviennent avec des postes un peu plus de coordination puis de gestion. Fait que là-dessus, on est chanceux dans le sens qu'en les prenant jeunes, puis en les gardant, ben ça, je veux pas dire que ça se crée tout seul parce qu'on travaille fort, mais veut pas, quand tu l'as jeune, il y a un petit quelque chose de plus. Parce que quand on est jeune, on s'accroche vraiment quand on est bien puis qu'il y a beaucoup de plaisir. Parce qu'on vise sur le plaisir. Si on a du plaisir, c'est sûr qu'ils vont rester. Ruth, chez vous.
chez vous, le sentiment d'appartenance, puis c'est drôle parce qu'on compare souvent le réseau des femmes au milieu des chambres de commerce, mais c'est le sentiment d'appartenance est Non, complètement différent au réseau que ce qui est dans le milieu des chambres de commerce, là. Puis je je suis viens curieux de pas, t'entendre. je viens pas pour la même raison, pas du tout. Puis la plupart de nos membres sont souvent, très, très, très souvent membres de la Chambre de commerce, mais ils viennent pas pour les mêmes raisons. Et chez nous, ton sentiment d'appartenance, chez nous, c'était souvent ton premier réseau d'affaires, ton réseau où tu vas te faire la main. Puis moi, je dis tout le temps, c'est un levier pour pratiquer ton leadership. Alors, tu viens, plus tu t'engages, plus ton sentiment d'appartenance est grand. C'est-à-dire que si tu vas dans un comité de gestion dans les régions, si tu viens donner des conférences, alors nous, ce qu'on essaye de faire pour créer ce sentiment-là plus fort, c'est de donner de la place à nos membres. Par exemple, à Cap vers la réussite la semaine passée, c'était des membres qui faisaient des témoignages. Au prix Femmes d'affaires, c'est pareil. Alors, on essaie, ou encore quand on va faire des cohortes, on va prendre nos membres pour qu'ils viennent donner des formations pour s'assurer qu'ils vont être vus par le plus grand nombre possible. Alors, tu sais, c'est vraiment par des gestes qui sont ultra concrets. On va beaucoup les consulter. On va faire du design thinking avec eux autres. On va consulter des entrepreneurs pour en affaires. On va consulter des gestionnaires pour une autre raison, mais on est souvent, souvent en mode consultation et notre plus grand, je dirais, notre plus grand taux de rétention puis d'appartenance, c'est les femmes, celles qui sont membres d'une cellule d'entraide. Il y en a qui sont membres d'une cellule d'entraide depuis 30 ans, puis qui sont membres du réseau parce qu'ils sont dans une cellule d'entraide. Créer ces espèces de liens serrés-là, c'est ces femmes-là n'hésitent pas à la fin de l'année s'ils vont renouveler leur membership. C'est vraiment ton plus haut taux. Puis les autres, c'est celles qui s'engagent, celles qui voient qu'elles grandissent à travers ça. Parce que tu viens chez nous pour grandir, créer des relations autant humaines que financières. Alors, mais c'est à toi de le faire. Tu ne peux pas le faire à ta place. Tu peux juste t'aider, te donner l'outil pour être capable de te servir. Mais si tu ne te sers pas dans le plateau de bonbons, c'est dur pour moi d'aller plus loin que ça. Mais on a toujours place à s'améliorer. Ça, je le dis à tous les jours. Je vais dire différemment ce que tu viens d'exprimer. Vous avez créé une structure d'implication. Puis, Ouais. je veux juste que tout le monde comprenne l'importance de ça dans la vie politique aussi. Je suis sûr et certain que les gens, lorsqu'ils atterrissent sur ton conseil d'administration, ont passé à un moment ou l'autre de leur vie dans l'organisation par une de ces structures-là. Ils sont rarement arrivés du champ gauche, ils sont dans l'organisation. C'est une gradation d'implication souvent qui les amène au conseil d'administration. Puis peut-être pas tout le monde parce que vous avez quand même un sacré grand nombre de personnes par rapport au nombre de postes au CA, mais dans la majorité des organisations, une des solutions aux enjeux de recrutement d'administrateurs et aux enjeux de mobilisation, c'est de créer cette structure-là de mobilisation, puis de créer ces opportunités-là d'être un peu plus impliqué ou un peu plus consulté. Damien, tu en as parlé un peu aussi tantôt quand tu as parlé des prises de position. Ça nous amène des membres qui se sentent plus proches de l'organisation que le membre moyen en tant que tel, là. Puis je veux insister là-dessus parce que c'est une des choses qu'on doit mettre en place qui nous semble des fois compliqué, qui peut être lourd à entretenir, mais qui est vraiment le secret par rapport à cette mobilisation-là, puis au sentiment d'appartenance aussi. T'avais-tu quelque chose à rajouter, Damien, par rapport à ça? Je m'excuse, j'ai coupé. Pas de En fait, problème. c'est mon chat. J'en ai parlé avec Stéphane et Martine tout à l'heure, qui a appuyé qui s'est couché sur la prise électrique. Donc, excusez-moi. Et je vous jure que c'est vrai. Excusez-moi, je les avais prévenus tout à l'heure parce qu'il ronflait, mais là, il m'a complètement déconnecté. C'est parce que je Non, parlais de lui tout à l'heure. pas qu'on règle le chat. Le chat, oui. En plus, il s'appelle Léon comme le pape. Euh, la chose la plus difficile est le sentiment d'appartenance. Dehors, c'est la jungle. On se retrouve avec des dizaines d'autres organismes qui font la même chose que nous. Les chambres de commerce, dans notre cas, ben, représentent les commerces, les fédérations des chambres, etc. Donc, je dirais que le summum, ce que je dis toujours à mes employés, c'est on doit développer un sentiment de fierté avec nos membres. Ils doivent se reconnaître dans nos prises de position, dans les événements qu'on fait. Ils doivent être simplement fiers. On s'entend qu'au-delà de la fierté, il y a du travail et il y a des
des projets à faire pour les garder, mais on doit amener quelque chose de plus à ces personnes et en tenir compte naturellement de nos membres, mais aussi tenir compte de tout ce qui se passe autour de nos organismes, parce qu'il y en a beaucoup, et surtout actuellement, parce que, un exemple, on a sorti un sondage il y a 2 jours, et la majorité des gens craignent la récession, ont peur, ont de l'angoisse, et le premier élément là-dedans qui est qu'on coupe, qu'on est une entreprise ou qu'on soit un consommateur, c'est le membership, parce on prend toujours ça comme une option. Et quand il y a un sentiment d'appartenance et qu'on peut démontrer qu'ensemble, on peut faire quelque chose, il est certain que ça fait toute une différence. Oui, effectivement. Puis je pense que merci Damien d'avoir placé le membership dans l'idée de la compétition aussi, parce que c'est quelque chose qui existe, là. On s'en rend. Puis quel que soit le type d'organisme, Martine, c'est un peu la même chose, là. Tes compétiteurs ne sont pas juste d'autres centres, ils ne sont pas nécessairement d'autres centres communautaires de loisirs. Un gym qui va s'installer sur la rue Sainte-Catherine devient un Econo-Gym qui s'installe devient un compétiteur. Un Canjo Privier devient un compétiteur, etc. Donc, le sentiment d'appartenance, la proximité avec l'organisation, c'est un intangible, mais c'est un intangible important dans la fréquentation chez vous, j'imagine. Ah, c'est énorme, je veux dire. Effectivement, quand je parlais de jeunes tantôt, puis tout ça, ben, c'est sûr que quand, par exemple, on parle, bon, un camp privé, un gym, tout ça. Je dirais qu'on le voit beaucoup plus, cette compétition-là, au niveau de l'adulte. Parce qu'effectivement, si tu as un écono-fitness qui est moins cher, puis que tu ne vois pas la valeur ajoutée de venir chez nous, ben, tu vas switcher. Mais les jeunes, il y a vraiment quelque chose qui est créé parce que, puisqu'on est de quartier, ben, souvent leurs amis sont là, souvent leurs gangs de l'école sont là. Donc, on a vraiment un avantage là-dessus. Mais après, le fait qu'on réussit à les faire sentir chez eux, à les faire, on appelle ça du par et du pour, là. On les fait nos ados, par exemple, ils décident un peu de leur programmation, ils décident un peu de ce qu'ils font. Bien, tout ça fait que là-dessus, on a vraiment un avantage sur quelque chose qui serait privé. C'est le fait que ce sentiment d'appartenance-là se fait par les décisions, se fait par, justement, ils ont l'impression que c'est à eux le centre aussi. Ben, dans cette vision-là, puis dans les autres visions que vous avez amenées, toutes les trois, il y a le processus d'accueil. Le processus d'accueil, moi, je me considère que c'est peut-être, tu sais, on a juste une occasion de faire une première impression. Tout le monde connaît la maxime, mais il faut l'appliquer, là. Comment vous avez bâti vos processus d'accueil pour vous assurer d'un coup de circuit en partant? Ruth, chez vous? Ben, tu parles terre d'accueil, hein. Moi, je dis à ça, nous, c'est vraiment une terre d'accueil de terrain. Tu sais. Nous autres, d'abord, on va s'assurer qu'il y a une communication verbale avec le membre. Puis c'est pas toujours facile, hein, parce que vous le savez, les gens rentrent membres, on veut leur parler, il faut s'essayer comme 5, 6, 7 fois avant d'être capable de réussir à se parler. Mais on fait aussi d'accueil des nouvelles membres pour qu'elles se présentent, tout ça. Parce que nous, ce qu'on se dit, tu sais, dans la mentalité, ce qu'on veut, c'est que les femmes aient le goût de réseauter, aient le goût de sortir. Puis une femme, par nature, quand ça va dans une session de réseautage, dans un événement de réseautage où elle connaît personne, le sentiment profond après 3 minutes où personne t'a parlé, là, c'est maman, viens chercher ta fille. T'sais, tu OK, ouais. t'ennuies, tu te demandes ce que tu fais là. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, on essaye d'identifier, on essaye de les amener dans un premier événement. Puis quand ils sont dans un premier événement, on les identifie au col. Est-ce que c'est la première fois qu'elles viennent pour s'assurer que les membres du comité vont la rendre visible et la connecter avec d'autres personnes? Alors, n'importe quel événement où les membres de l'équipe sont là, où les gens qui sont engagés vont s'occuper pour être capables de mailler parce que où tu te sens accueilli, tu as le goût d'y retourner. Fait que ça, pour nous, c'est un gros, gros geste où est-ce qu'on tient énormément euh, ce contact-là avec eux autres. Alors, Puis, dans ce que tu dis, Ruth, faut souligner que ce sont des membres qui accueillent des membres, les nouveaux membres. oui, tout à fait. Principalement, c'est pas nécessairement l'équipe. Fait que tu crées une occasion pour qu'un membre puisse s'impliquer, puis en même temps, tu facilites l'entrée dans ton regroupement de nouveaux membres. Fait qu'il y a un double rôle
qui se Tout fait à fait. à l'intérieur de ça, là. Tout à fait. Et là, on est en train de créer quelque chose qui est encore beaucoup plus puissant, qui va être là, à partir du mois prochain. C'est que on va permettre aux femmes de faire des échanges commerciaux. Alors là, on les accueille sur notre plateforme pour faire des échanges. Et là, on a toutes les provinces canadiennes qui sont en train d'amener leurs femmes entrepreneurs sur cette plateforme-là pour que les femmes puissent faire de la business entre elles. Ça, c'est en réaction à ce qui se passe aux États-Unis dans le moment. Ne peut pas attendre nécessairement les commandes des grandes entreprises, mais chez nous, c'est un réseau d'affaires. Tu viens pour faire de la business. Alors ça, c'est vraiment le volet qui va être extrêmement renforcé pour nos membres qui vont pouvoir faire de la business à travers toutes les provinces. Je vais prendre 2 secondes pour vous donner 3 minutes de théorie que je donne. J'ai monté une formation sur le membership, puis il y a une partie importante qui répond à certaines de vos questions que vous avez posées dans le chat. Je vais revenir sur le concept des parties prenantes. Certains d'entre vous avaient posé des questions sur les offres ou sur les niveaux de membership. Puis le premier exercice que vous avez à faire pour répondre à ça, puis Damien, Ruth et Martine l'ont un petit peu traduit, c'est de faire une analyse de qui sont les organisations ou les gens qui sont touchés de près ou de loin par votre mission. C'est le concept des parties prenantes. Et les parties prenantes, maintenant, dans les nouvelles façons de voir la gouvernance, c'est de créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Fait qu'il y a les classiques, ce qu'on appelle les clientèles internes qui sont en vert, là, nos clients, nos bénéficiaires, participants, familles. Mais Damien, entre autres, quand tu as décrit sa structure plus corporative, bien, il y a là-dedans des organisations externes dans les bailleurs de fonds, dans les entités gouvernementales, peut-être d'autres corporations qui pourraient prendre un intérêt dans votre mission. Fait que c'est un peu en faisant cet exercice-là que vous allez trouver une façon de structurer votre offre, là. Je ne veux pas trop en parler, mais je veux juste qu'on le mette de l'avant, que des fois, il faut regarder un petit peu plus large que notre clientèle directe pour voir qui d'autre ça peut intéresser, puis là, être capable de joindre d'autres niveaux de membership, d'autres façons de mobiliser notre écosystème autour de notre mission, puis d'atteindre nos objectifs. Puis d'ailleurs, un des grands enjeux que tout le monde me parle à chaque fois, c'est la présence aux assemblées générales annuelles, les fameuses AGA. Puis là, je suis curieux de vous entendre toutes les trois sur qu'est-ce que vous avez mis en place pour avoir une bonne fréquentation à votre AGA. Damien, je commence avec toi. Ouais, j'ai mon AGA là, dans 2 semaines. Euh, la question est intéressante parce qu'elle évolue au fil du temps en fonction des activités. Je dirais que la Covid a beaucoup changé les habitudes parce qu'avant, on la faisait en présentiel. Je dirais qu'on a plus de personnes présentes maintenant par Teams. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire ça le plus succinct possible et on a toujours à la fin euh, un- une présentation, cette année et l'année dernière, c'est une présentation économique des différents facteurs économiques dans le commerce de détail. Donc, j'ai un économiste en chef qui vient et qui va faire la présentation sur 2024 et sur les 19 sous-secteurs, etc. Donc, ça intéresse vraiment les gens parce que on va dévoiler une information qu'ils attendent à chaque année parce qu'ils vont savoir par sous-secteur comment les ventes se sont passées, etc., quelles sont les problématiques. Donc, au-delà de donner l'information et de refaire une rétrospective sur tout ce que nous faisons l'année précédente, on donne une information et on garde une information bien spécifique pour cet événement. C'est un peu le pêcheur avec sa canne à pêche et son hameçon, mais ça fonctionne parce que c'est très difficile d'amener des gens uniquement pour une AGA qui va parler uniquement de, de, euh, de ce qu'on a fait De l'organisation. l'année précédente. Donc, on a toujours un événement bien spécifique pour attirer et retenir les gens. Martine? C'est sûr que nous, on a un peu moins de difficultés parce qu'étant donné qu'on est un petit groupe de membres actifs, donc on n'est qu'une vingtaine, les gens sont très proches. Fait que du moment qu'on respecte bien, tu sais, les règles de gouvernance au niveau de l'annoncer à l'avance, d'en parler, d'envoyer l'invitation, etc., et de la faire succincte. Ça, je reprends Damien, là, mais il faut que ce soit rapide. Les gens ont quand même d'autres choses à faire. Fait qu'on prend vraiment le temps de bien présenter le rapport annuel. On prend le temps de présenter les états financiers, mais résumés. On ne les passe pas tout au complet, nos états financiers audités. Puis, finalement, ça devient une occasion de se voir. Souvent, les gens vont souper avant.
Donc, ça nous permet d'avoir un événement de plus, mais juste entre les membres actifs, finalement. Ruth, chez vous, c'est quand même un réseau national aussi. C'est pas les... Oui, mais ça va être très facile parce que nous, on partage le rapport annuel, mais et on n'a pas un AGA public encore. Ça devrait être dans la prochaine ou les deux prochaines. Alors, nous, c'est un peu comme Martine, ce sont les membres officiels, les membres du CA qui sont à l'AGA public. Mais on invite aussi nos équipes. Parfait. Est-ce que je vais revenir sur les offres aux membres. Qu'est-ce qu'on offre à nos membres? Puis dans ce cas-là, Martine, peut-être parler plus de vos membres usagers. Sur quoi vous vous basez pour bâtir vos offres? Vas-y, commence avec toi, Martine. Ben, c'est sûr que là, on est vraiment dans la veille, dans le sens qu'on regarde ce qui se passe sur le marché. Après ça, on sonde beaucoup, nous. On sonde vraiment à chaque session dans toutes les activités différentes, que ce soit autant des... Je suis Oui, curieux que tu me dises, quand vous sondez, est-ce que vous sondez juste les membres actifs ou non. vous êtes Là, je capable suis dans de les sonder usagers. les anciens membres qui n'ont pas renouvelé ou ceux qui devraient être membres et qui ne le sont pas? Je dirais que dans les sondages officiels que je parlais, on va sonder les membres usagers, donc ceux qui sont présentement membres, là, qui ont un abonnement valide. Par contre, je dirais qu'on vient de terminer un processus de planification stratégique et ça, on a sondé vraiment nos anciens membres et nos usagers qui ne sont pas membres Oh, ça va. pour Parfait. aller chercher de l'information. Puis je dirais que ça a donné pas mal de choses intéressantes Ouais. pour guider le reste. C'est dur sur l'ego des fois, mais c'est souvent l'exercice. Tu sais, entendre parler de ceux qui nous aiment pas, c'est des fois la meilleure façon de s'améliorer, j'avoue. Puis c'est pour ça que je posais la question, parce que j'amène souvent cette pratique-là, puis ils font, tout le monde me dit, ça serait une bonne idée, puis quand les résultats sortent, et des fois les conseils d'administration ont un peu de misère. Tu Ruth, ça te dit quelque chose, ça, ce genre Oui, de mais moi, consultation-là? j'ai pas zéro ego là-dessus. Ça me dérange pas. Moi, quand je consulte, c'est pour savoir la vérité. Alors, moi de même, ça va m'arriver. On le fait de deux façons. Moi, je vais le faire avec nos partenaires parce que souvent, ce que je vais faire, une fois de temps en temps, je vais réunir les partenaires puis je vais leur dire, voici notre vision. Voici où est-ce qu'on a le goût de s'en aller. Permettez-vous de débâtir tout ça, on le reconstruira ensemble. Alors là, j'entends de n'importe quoi et de tout, puis il faut vraiment que tu te dises, alors arrête, là, ils sont pas contre toi, là, ils sont en train de te dire ça. Alors, tu sais, mais puis après, tout le monde dit, oh my God, comment tu fais pour écouter tout ça? Mais je fais, si je veux pas avoir la vérité, je vous le demanderai pas. Tu sais, ça fait que Ah, on bâtit des choses qui sont extrêmement intéressantes. Du côté des membres, il y a aussi puis là, surtout, nous, on est en gros questionnement pour l'offre aux membres. Là. Alors, on a fait beaucoup de consultations, on a fait des design thinking qui ont duré journée, on a fait des projets de pilote, on a fait aussi des consultations membres et non membres. Avec la nouvelle plateforme, il a fallu sonder énormément les membres sur les besoins. Avec la conférence qu'on vient de faire, on va faire encore des rencontres avec des gens qui étaient là, voir qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce que ça correspond à ce qu'ils avaient besoin de ça. Alors, on essaye de le faire énormément, mais chez nous, étant donné que les gens se sentent chez eux, et nos enfants, au fur et à mesure, pas mal des commentaires. Fait qu'on les ouais, écoute, on les entend, puis on les prend. Puis des fois, c'est exact. pas parce qu'on le fait pas tout de suite qu'on n'a pas compris. Ça tourne Ouais. là, puis à un moment donné, ça sort, puis on le fait. Mais je suis quand même, Roméla, qui est la directrice des régions, là, elle a fait un job incroyable à écouter les membres, à aller dans les régions, à être présente. Alors, ça aide énormément, mais c'est pas si facile, mais au moins, c'est plus facile de prendre la direction qu'il faut prendre après. Damien? Je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit, mesdames, parce qu'on le fait nous également, sondage, euh, discussion, etc. Il y a un élément qui est important, c'est que la question qu'il faut se poser lorsqu'on développe un membership, c'est de savoir c'est quoi le pourcentage de son budget, qu'est-ce que ça représente au niveau de votre budget annuel. Et à partir de ça, vous allez développer une politique de membership conséquente pour être capable de pérenniser votre organisme, d'augmenter, si c'est possible, votre membership. Lundi prochain, je présente à mon président de conseil d'administration avec ma directrice du membership justement une nouvelle approche. On est en train de voir comment on peut
donné, et on le fait enfin, on le fait une à deux fois, ben, une fois par année, dirais-je. Il y a un élément qui était important. Je dirais que tous les 2, 3 ans, on fait une espèce de benchmarking pour voir les organismes, pas forcément québécois, mais canadiens ou d'autres en Europe, comment ils se situent et c'est quoi leur offre, parce que le défi là-dedans, c'est d'innover. Et on vit dans une société dans laquelle on consomme et on jette, laquelle l'image est instantanée et on en a des millions par la suite. Mais c'est la même chose avec les memberships. On est complètement euh, inondé par une multitude d'offres. Et le gros défi, je crois, c'est d'innover, de voir qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui se fait autre part. Et il ne faut pas avoir peur d'être curieux pour aller chercher justement d'autres offres, mais voir l'élément qui est important avant de lancer ça, c'est de les tester et de prendre quelques membres qui sont d'accord et voir avec eux ce qui fonctionne. Mais la concurrence est rude et il faut toujours voir de quelle manière on peut se remettre en question et se OK. donner les outils pour aller chercher de l'information. Pas uniquement, on dit toujours, quand on regarde l'arbre, on ne voit pas la forêt, mais de voir à l'extérieur qu'est-ce qui se donne, c'est quoi les tendances. Parce que ce qu'on est en train de faire, tout le monde a la même idée de vouloir le faire, même si c'est des services différents, des catégories Et différentes. Donc c'est ce très que je difficile. retiens de ce que tu dis, Damien, là, c'est qu'une offre, il faut la revisiter régulièrement. L'offre de membre qui a été créée quand l'organisme a été créé ne doit plus être la même, là. J'ai une question qui a été abordée, puis je veux juste l'aborder, peut-être pas nécessairement avec vous, mais plus donner un point de vue théorique, là. Les organisations qui n'offrent pas de service, mais qui ont des membres, on est plus dans une vision philanthropique de la chose, où les gens sont ici Ah, pour le soutien. Il y a aussi toute la question des memberships gratuits. Est-ce que un membership gratuit, tu peux vraiment dire que ce sont des membres? Fait il y a différentes philosophies hum, par rapport à ça. On manque de temps pour pouvoir les aborder. Il nous reste 2 minutes. Ce que je veux vous gardiez en tête, c'est d'avoir une réflexion sur pourquoi les gens sont membres chez vous. Donc, de pas partir de vos besoins comme organisation, mais partir des motivations des gens que ouais, vous voulez rejoindre et pour quelles raisons elles devraient être chez vous. Si c'est au niveau du soutien, ça implique une reddition de compte. Si c'est au niveau d'être capable, tu sais, il y a différents éléments où, lorsqu'on connaît les motivations, on est capable d'interagir, soit dans la communication ou soit dans l'offre qu'on va faire, même si cette offre-là n'est pas nécessairement reliée à une consommation de produits, d'activités. Moi, je dis souvent mes PPSA, les programmes, produits, services et activités, il faut considérer ça. En terminant, je vous demanderais rapidement si vous aviez un conseil à donner à un gestionnaire ou une gestionnaire qui veut revisiter son membrariat, ce serait quoi, Martine? Je vais commencer avec toi. Ben justement, je proposerais un peu ce qu'on a fait, là, de faire des catégories pour justement pouvoir bien se concentrer sur les bonnes personnes pour justement les garder membres. Donc, c'est ça, des clients et des membres, c'est pas la même chose. Donc, vraiment Ruth, catégoriser. oui, clients et membres sont différents. C'est pour ça que j'ai commencé avec ça aujourd'hui. Ruth, ouais. Ben, moi, je dirais les écouter, mais surtout faire le tri entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles ont besoin, parce que notre objectif, c'est toujours de les faire grandir du mieux possible, dépendamment du stade de développement où est-ce qu'elles sont rendues. j'adore ce que tu viens de dire, Ruth. Il y a une différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont besoin. Les amis qui sont en, gardez ça en note parce que on est souvent enclin, surtout sur certains CA, à donner ce qu'on nous demande quand en réalité, on n'analyse pas c'est quoi le besoin fondamental en arrière de la demande. Tout à Merci, fait. Ruth. Damien, je termine avec toi. On revient, ça va être peut-être la répétitif, mais ce que disait Ruth, les écouter, si on est à côté de la plaque et qu'on on propose des services qui ne répondent absolument pas à nos membres, il est certain qu'on ne va pas aller très loin. Donc les écouter. Et moi, je retiens, j'ai pris note, Ruth, parce que je veux le récupérer pour mon équipe, mais parce que tout le monde nous pose la même question, c'est ça vous apporte quoi? Et tout à l'heure, tu disais, ça va donner si ce que tu vas récolter. Et donc, s'il ne participe pas, ça ne fonctionnera pas. Non. Ça, C'est ça. c'est tout à fait Moi, essentiel. je décris souvent le membre comme une personne qui s'implique ou qui amène Ouais, quelque chose à l'organisation. Si on est dans une relation avec un sens unique, on est dans une relation transactionnelle, là, c'est un client. Même si on lui donne le statut de membre, ça reste un client.
Le client, il ne vient pas à l'Assemblée générale. Le client disparaît automatiquement s'il ne consomme plus. Là, je dis consommer entre guillemets, mais s'il ne participe plus, Ouais. il n'envoie plus ses enfants à l'activité de soccer, le client, il sort de l'activité de soccer, par exemple. Tu sais, puis pour ça que j'ai commencé avec ça, puis dans toutes les formations que je donne sur le membership, on passe beaucoup de temps sur comprendre la différence entre les memberships et les clients. Parce qu'on a eu tendance pendant des années à dire, ah, on a plein de membres parce qu'on vous laisse donner une raison d'être, on vous laisse donner une légitimité. Mais en réalité, les gens qu'on représentait en disant, j'en ai 10 000, j'en ai 25 000 ou j'en ai 500, ben, ces gens-là, est-ce qu'on les représente vraiment? Ou est-ce qu'on les dessert une offre de service puis ils disparaissent par la suite? Il y a des réflexions par rapport à ça. Mhm. Je vous remercie énormément de votre contribution aujourd'hui. C'est 1 heure pour adopter ou discuter de quelque chose d'aussi complexe. Là, vous avez 3 réalités différentes, on l'a vu. Je sais que. Puis je vais être clair sur le fait que j'ai choisi des gens aussi qui ont des gros organismes pour inspirer les plus petits. Parce que le commentaire qu'on reçoit, c'est après, ouais, mais eux autres sont gros, puis nous autres, on est petits. Ben, justement, inspirez-vous de ce que les plus gros font. Amenez ça dans vos plus petits organismes. Je vous souhaite une bonne fin de journée.